Bonjour, précieuses femmes de valeur. Bonjour, précieux hommes de valeur. Encore une fois de plus, bienvenue sur le plateau de Leadership Excellence pour femmes par femme talk show. Je pense que la semaine passée, nous avons présenté le premier segment du talk show d'aujourd'hui qui est intitulé Stop à la silencieuse agonie des femmes Black dans le monde face aux erreurs médicales. Nous avons encore une fois de plus le plaisir d'avoir sur le plateau avec nous Dr. Diakité Aïcha. Bonjour Dr. Diakité et encore une fois de plus, merci d'être avec nous pour ce second segment du talk show. Nous avons vu la semaine passée… Bonjour Djenebou, merci. La semaine passée, nous avons un peu parlé de la réalité de ce que les femmes noires connaissent comme erreur médicale, que ce soit au Mali, en Afrique, aux États-Unis, au Canada, en Europe, particulièrement partout dans le monde. Aujourd'hui, nous allons parler en fait des stratégies, des conseils pratiques que nous pouvons prendre, comme nous les femmes noires, pour mieux nous protéger, mieux nous éduquer, mieux nous informer. Je pense que la semaine passée, Dr. Diakité, nous avons parlé des pratiques culturelles au Mali et en Afrique. Ici, je vais donner juste un résumé bref du cas d'une jeune dame qui est décédée il y a quelques mois suite à l'accouchement de son deuxième bébé. Elle a souffert pendant des jours, se plaignant de maux de ventre, mais sa belle famille s'est interférée à ce qu'elle change de clinique et les parents de la jeune dame, n'ont pas pu intervenir à cause justement de nos pratiques culturelles qui est soi-disant que quand tu te maries, tu n'appartiens plus à ta famille, tu appartiens à la famille de ton mari, tout ceci. La jeune dame, elle est morte aujourd'hui, après avoir souffert pendant des jours et des jours et rentrée dans le coma. Docteur Diakité, dans des cas comme tel, que recommandez-vous à la maman qui est enceinte et qui vient d'accoucher et à sa famille? Ok, merci Djenebou de m'offrir encore cette opportunité et tout. Et c'est vrai que l'approche que tu as, elle est très noble et elle est très normale, mais il faut dire que quels que soient les conseils que nous allons donner à ces jeunes dames, l'application sur le terrain est une autre réalité. Je suis malienne et je suis très fière de mes origines maliennes, mais il y a certaines pratiques culturelles du Mali que j'essaye d'inculquer en mes enfants ici, car ce sont des pratiques dont je suis fière et que j'aimerais que cela fasse partie de leur héritage culturel. Mais il faut dire qu'il y a beaucoup de pratiques culturelles dans mon pays qui ne valorisent pas la femme. Et tout ce qui tourne autour de la grossesse et de l'accouchement, très souvent, ne valorise pas la femme. Comme tu l'as si bien dit, depuis la tendre enfance, on te fait comprendre que la maison de ton père n'est pas ta maison et c'est la maison de ton mari qui est normalement ta maison. Donc, nous sommes élevés avec cette notion et cette mentalité comme quoi nous ne sommes que de passage dans la famille de notre père et que c'est normalement la maison de notre mari qui est notre maison définitive. Mais la réalité est que quand nous nous marions et que certaines belles familles nous font comprendre que ici, c'est chez notre fils et pas chez toi. Donc déjà, la femme malienne en général, ce n'est pas toutes les familles, ce n'est pas tous les couples, mais la femme malienne en général ne se sent même pas chez elle, chez son mari. Parce que l'influence de la belle famille est encore très grande dans les relations du couple. Ça, c'est un facteur qui est là. Le deuxième facteur qui est là, c'est cette mentalité de la douleur. De changer. Mais je sais qu'il y a des années, peut-être des cinquantaines d'années dans le temps de nos grands-mères, la valeur d'une femme, elle était plus reconnue lorsque lors de l'accouchement, elle ne criait pas. Avant, dans le village, quand la femme partait pour accoucher, tout le monde tendait l'oreille et on essayait de voir est-ce qu'elle va crier, est-ce que tout le village va l'entendre crier. Donc, la femme qui arrive à supporter cette douleur-là après l'accouchement, et elle recevait de vives félicitations, de vifs encouragements, lui faisant comprendre que le fait qu'elle n'ait pas crié lors de l'accouchement fait d'elle une femme de valeur, une femme qui a plus d'importance dans la société. Par contre,
celle qui n'arrivait pas à maîtriser sa douleur et qui vraiment laissait les émotions prendre le dessus et qui criait, hey, elle se faisait charrier dans la société. Vous allez voir même quand elle partait au marché, hey, je vais le dire en bambara, je suis désolée, et qui dans la salle, donc, il y a déjà ce labeling de la femme dans la société qui nous fait comprendre que pour être une femme de valeur, pour être une femme au vrai sens du terme, elle doit accepter la douleur. Et ça, c'est l'une des raisons qui fait que de nombreuses femmes, même quand elles partent dans les visites gynécologiques et qu'il y a des choses qui ne sont pas normales, qui se passent à huis clos entre les quatre murs, elles ne se sentent pas à l'aise d'en parler. Parce qu'à chaque fois qu'elle essaye d'en parler, on lui demande de se taire. On lui demande de supporter. Toute femme qui veut essayer de décrier toute mauvaise pratique, on lui dit « tu y es fouaridé ». Sinon, toutes les autres sont passées par là et ne sont pas plaintes de cela. Donc, ce qui fait que la plupart du temps, tous ces mauvais comportements ont été entretenus pendant des années et des années, supprimés. Et c'est ce que nous essayons à travers notre campagne, c'est de libérer la parole, de faire comprendre que ce culte de la douleur dans notre société n'est pas à notre avantage. C'est tout le contraire. Et faire comprendre que la femme est une personnalité, est une personne entière qui a le droit de s'épanouir chez son père et chez son mari. Nous adorons les liens de famille entre belles familles et tout, mais il faut que nous comprenions que les belles familles doivent donner l'espace à un couple de s'épanouir, de se connaître. Parce que la connaissance avant le mariage, on peut passer 20 ans avec un homme, on peut passer 20 ans avec une femme et toujours continuer à se connaître. Et nous avons vu que notre environnement social au Mali ne favorise pas cela dans de nombreux couples. Donc, avant que les femmes même puissent revendiquer leurs droits et devoirs médicaux, elles doivent pouvoir s'affirmer dans la société. C'est ce qui est la base de la portée de toute voix. Parce qu'aujourd'hui, nous avons reçu des témoignages dans le groupe où il y a des femmes qui osaient questionner leur praticien. Et le praticien qui lui disait, toi, tu es quel genre de personne? Toi, en tant que qui, tu me questionnes moi? Il y a des praticiens même qui ont chassé ces femmes-là de leur office parce qu'elle a osé lui poser la question. Ah, mais pourquoi vous me donnez ce médicament? Donc, c'est pour dire que on a un long chemin à parcourir et le travail, il est vaste. Et cela part avec le changement de mentalité. En fait, c'est ce que j'aime le dire, ce mouvement, même si nous voulons avoir des actions concrètes, mais 80% de la lutte de ce mouvement, c'est un changement de mentalité. C'est-à-dire qu'on accepte la femme en tant qu'une personne entière, qu'on comprenne que la femme n'est pas celle qui doit supporter la douleur et qu'on comprenne que la femme est une expérience qui est personnelle en elle et le fait de se plaindre de soins, de pratiques ou de traitements, quel que soit à quel niveau de la société, la capacité d'accepter cela ne fait pas d'elle une femme à part entière. Quand la femme malienne pourra s'affirmer dans la société et que la société lui reconnaisse ses droits en tant qu'humain, elle pourra maintenant imposer ses droits et devoirs au niveau de tous les domaines de notre société et plus particulièrement au niveau médical. Un médecin qui sait que cette femme, elle est soutenue à 100% par son mari. Si elle part à la maison et qu'elle dit à son mari, ah, franchement, je suis partie et j'ai eu mal, et que ce médecin sait que le mari pourra demander des comptes. Je ne comprends pas pourquoi quand ma femme, elle est partie dans ta clinique et pendant cet examen, elle a eu autant mal. Est-ce que ça, c'est normal? Autant que la belle famille, qui est maintenant le garant de cette femme vis-à-vis de la société, demande des comptes à ce médecin, mais je ne comprends pas pourquoi quand ma belle-fille, elle est partie dans ta clinique et elle a eu autant mal, alors que moi, ma soeur, elle est partie, elle n'a pas eu autant mal. Tant qu'il n'y aura pas ce changement de mentalité, il n'y aura pas en fait de changement en tant que tel. Parce que quels que soient les mécanismes qui seront mis en place, ces médecins-là savent que ces femmes n'ont pas de soutien. Et la femme malienne, la majorité des femmes maliennes sont conditionnées à accepter de tout le monde, à se mettre à la base de la pyramide.
c'est-à-dire la pyramide va elle est descendante. La femme malienne, elle est le support de la pyramide, mais elle est celle dont les besoins et les désirs sont le plus bafoués et ignorés et négligés. Donc, c'est ce qui fait que cette lutte-là, elle est difficile. Mais n'empêche que nous voyons un éveil de conscience. On voit, il y en a beaucoup de femmes leaders dans notre société et qui n'hésitent pas à s'imposer. So, le premier conseil pratique que je pourrais donner à ces femmes, c'est de lire, c'est autour de la grossesse. Il y a un bouquet qu'on te remet pour te dire à tel âge, ce qu'il y a, à tel stage, voilà ce que tu dois ressentir. À tel niveau, il y a là ce que tu dois ressentir. Elle doit demander ces informations. Elle ne doit pas avoir de tabou entre le patient et le médecin. Ah, docteur, je suis enceinte de 2 mois. Entre 2 à 3 mois, moi, je dois te revoir dans 2 ou 3 mois. Qu'est-ce que je dois attendre? Qui peut m'arriver pendant ces 2 à 3 mois? Quels sont les signes auxquels je dois prêter attention? Ça, c'est très, très, très important. L'information, le nerf de cette guerre. Une femme qui sait que si j'ai tel symptôme à tel stade de ma grossesse, quand elle ressent ces symptômes-là, elle sait directement que je dois consulter mon médecin ou je dois appeler mon médecin. Mais la grossesse est un événement magique, mais elle est tellement signifiante. C'est-à-dire qu'une femme, elle est juste enceinte. La plupart du temps, dans notre société comme ça, elle est juste enceinte. Alors que la femme enceinte est en état de péril du premier jour où elle prend la grossesse, plus de 6 semaines, 3 mois après l'accouchement, elle est en état perpétuel de péril. Il faut que nous comprenions que bien que le taux de fertilisation, le taux de procréation en Afrique est élevé, mais cela n'est pas de la grossesse et l'accouchement en Europe. Wow, vraiment, merci beaucoup pour ces explications. Vous avez dit beaucoup de choses hein, et nous allons revenir à certains des aspects tout à l'heure. Avant cela, je voudrais que nous parlions de la responsabilisation du corps médical, justement, pour améliorer la qualité des soins et l'équité. Vous que cela relève de l'utopie au Mali? Parce que nous avons parlé de ça tout à l'heure. Hein. Au moins, nous qui sommes ici en Occident et aux États-Unis, nous savons que le corps médical, même s'ils veulent des fois, ils font des erreurs, ils savent que nous avons quand même l'option de recourir à la justice et de les amener en justice. Mais pour le cas du Mali et même de l'Afrique en général, pensez-vous que la responsabilisation du corps médical pour l'amélioration des soins et l'équité pour les femmes est une utopie ou est-ce que cela pourra changer un jour? Cette question, je pourrais dire que c'est de l'utopie parce que si tu enlèves l'espoir sur notre mouvement, il est mort. Nous devons pouvoir gagner. Vraiment désolé, nous avons perdu Dr Diakité pour des petits problèmes techniques, mais je suis sûre qu'elle va nous revenir d'ici très peu. Tout à l'heure, elle parlait justement du problème que la femme malienne, et pendant qu'elle parlait, ça me rappelait en fait le cas de beaucoup d'autres femmes africaines. Hein. L'un des avantages en fait de vivre aux États-Unis, c'est que qu'il y ait un melting pot, qui, je vais dire par là, un pays où toutes les nations, toutes les cultures se retrouvent, c'est que tu as l'avantage quand même de côtoyer des femmes et des hommes d'autres pays. Et j'ai toujours aimé être parmi d'autres nationalités. Une chose que j'ai vraiment constatée, hein, c'est que ce dont Dr Diakité parlait tout à l'heure, les mots, les fléaux que la femme malienne traverse, qui est de ne pas être considérée en général dans sa belle famille, qui est de penser que la société attend d'elle qu'elle subisse la douleur, qu'elle ne puisse pas se plaindre, qui est du fait que lorsqu'elle va chez le docteur et qu'elle questionne, cela peut amener en fait un genre de clash entre elle et le corps médical qui pense qu'elle se prend pour supérieure. Je pense que c'est le docteur Diakité qui m'appelle. Allô? Oui. Oui, mais tu peux te... OK.
Tu veux que je te le renvoie? Yeah, tu peux essayer. J'espère que ça va nous laisser pouvoir terminer. Là, j'étais en train de faire le récapitulatif de ce qu'on a dit. Donc, essaie de te reconnecter. Yeah. Mhm. Comme je l'ai dit, des fois, la technologie décide, mais je suis sûre que Dr. Diakité pourra se reconnecter. Entre-temps, tout à l'heure que c'est vraiment un constat douloureux que j'ai fait. Hein. Ce problème n'est pas seulement unique aux femmes maliennes, mais plutôt aux femmes africaines en général. Et je pense que le mouvement de la vie est sacrée que Dr. Diakité a mis en place au Mali. Et je sais que en Afrique aussi, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui commencent à avoir en fait un éveil où les femmes commencent à dire non, nous n'allons plus accepter cela. Moi, dans le cadre du leadership excellence pour femme par femme, en tant que CEO et fondatrice de cette organisation, c'est aussi vraiment un de mes désirs, hein, de pouvoir amener des femmes qui sont experts dans la matière pour vraiment éduquer les autres et à donner l'information, à faire en sorte que l'information soit disponible pour que les femmes comprennent que les choses sont en train de bouger, les choses sont en train de changer et que ensemble, à travers l'éducation, l'information, la formation et surtout la collaboration, nous pourrons arriver vraiment à faire des changements nécessaires pour la société. Docteur Diakité, nous sommes ravis que vous avez pu vous reconnecter. Oui. Donc, j'étais juste en train de faire en fait le récapitulatif de ce que vous avez dit sur la femme malienne et j'essaie en fait d'expliquer aussi à l'audience que du fait que vous et moi vivons aux États-Unis, qui est un grand melting pot de cultures différentes, où tu peux être ami avec des femmes de beaucoup d'autres pays. Le constat que j'ai fait en fait en parlant avec justement beaucoup d'autres femmes africaines, d'autres pays, c'est que le cas de la femme malienne n'est pas un cas étranger aux autres nationalités. À part peut-être quelques pays en Afrique où les femmes sont très assertives, comme au Nigeria par exemple, la plupart des pays africains, les femmes subissent la même chose. Et donc, en résumé, j'expliquais aussi que le mouvement de la vie qui est sacré que vous avez créé, le leadership excellence pour femme par femme talk show que moi j'ai créé ici, tout ça, ce sont des mouvements en fait qui permettent en fait aux femmes africaines d'avoir l'information d'abord, parce que comme on le dit tout le temps, hein, c'est l'information d'abord. Mm-hmm. Et je pense que même la parole de Dieu nous le dit, hein, un peuple qui n'est pas informé est un peuple qui est amené à périr. Tout à fait. L'information d'abord. Et vraiment, je suis très contente de votre mouvement, de ce que vous avez commencé, qui permet déjà en fait d'informer, d'éduquer et maintenant de montrer les voies et moyens. Nous allons tout à l'heure entrer dans ce cadre-là. Je veux aller à la prochaine question. Toutes les femmes doivent avoir accès normalement aux soins prénatals pendant la grossesse. Bénéficier de l'assistance d'un personnel qualifié lors de l'accouchement et enfin recevoir des soins et un soutien au cours des semaines qui suivent l'accouchement. Docteur Diakité, vous avez tout à l'heure, mais maintenant je voudrais vraiment que vous expliquiez en détail quels sont les signes de danger pour la femme qui vient accoucher et auxquels nous, les femmes, devons prêter attention. C'est très, très important. Je pense que votre organisation donne l'avantage. J'avais vu sur votre plateforme Facebook que normalement, la semaine passée, c'était un événement un peu douloureux, familial que vous êtes en train de traverser. Vous avez eu l'initiative de faire une formation gratuite, je pense, pour les femmes enceintes. Et ça, c'est vraiment formidable. C'est formidable, c'est formidable. Maintenant, je veux vraiment que vous nous expliquiez quels sont les signes de danger d'une femme qui vient d'accoucher et auxquels elle-même, la femme qui vient d'accoucher et son entourage doivent prêter attention pour savoir que, wow, il faut rapidement pour pouvoir sauver sa vie. Effectivement. Merci pour la question, Djenebou. Et ça, c'est un sujet qui est un peu vaste et qui peut être spécifique pour chaque femme.
Vous savez, il y a certaines maladies chroniques ou certaines maladies qui se développent pendant la grossesse qui peuvent mettre en danger et la maman et le bébé, telles que le diabète. Il y a certaines femmes qui ne sont pas connues diabétiques avant la grossesse, mais elles développent ce qu'on appelle le diabète gestationnel, qui est un diabète qui se déclenche que lorsqu'elles sont enceintes. Donc, une femme qui rentre dans ce cadre-là, elle doit avoir un suivi particulier tout au long de la grossesse et même après l'accouchement. Et la seule manière de détecter cela, c'est faire des consultations prénatales. Donc, il y aura des prises de sang qui sont faites, qui vont détecter ce diabète-là et on est capable d'adapter la nutrition de la personne et le taux d'insuline qu'elle doit s'injecter et lui donner aussi des conseils quand elle sent tel symptôme et tel symptôme, qu'est-ce qu'elle doit faire pour pouvoir, comme on le dit, pallier à ce problème-là. Il y a l'hypertension artérielle qui est là. Je suis sûre que beaucoup de femmes ont dû entendre parler de l'éclampsie ou de la prééclampsie, qui est très, 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 très dangereuse pour une grossesse et qui a aussi, on a besoin de consultations prénatales pour détecter cela parce que le médecin va prendre la tension artérielle pendant les différentes consultations prénatales. Il y a des examens de sang qui sont faits pour chercher de la protéine dans les urines et tout ça pour nous aider vraiment à aiguiller la prise en charge de la personne. Donc ça, c'est juste même pour ne pas rentrer, pour ne pas être trop technique parce qu'on ne demande pas à un médecin de rentrer dans ça et je vais commencer à utiliser un langage qui va être un peu plus compliqué pour certaines, une certaine portion de notre audience. Par exemple, aux États-Unis ici, généralement, la femme et le bébé restent à l'hôpital jusqu'à 3 jours. Ça, c'est ce que l'assurance va couvrir. Ça, c'est une histoire de assurance. Mais au Mali, très généralement, quand on m'informe que voilà, il y a tel qui a accouché, et 2 ou 3 heures après, la maman se retrouve à la maison avec l'enfant. Et ça, c'est un cas qui est typique dans beaucoup de pays d'Afrique, ce n'est pas seulement le Mali. Est-ce que vous voyez? Alors que la maman qui vient d'accoucher a besoin d'une période d'adaptation. Une période d'adaptation pour la mère et une période d'adaptation même pour le bébé. Mais parce que nous avons une tradition de soins prénataux, de soins postnataux qui est unique à toute culture. Certaines cultures le font, d'autres ne le font pas. Donc, ce qui fait que même la période postnatale, elle est beaucoup banalisée. Et moi, à travers mon business qui est Glam House et le développement de lignes naturelles, j'essaye de vraiment recapter l'attention des jeunes femmes modernes et leur faire comprendre que les soins postnataux, c'est très important pour la récupération de la femme, récupération physique, récupération mentale. Parce qu'il y a beaucoup de cas de dépression postnatale aussi qui était notre sujet complètement différent de ce dont nous sommes en train de parler, qui atteint beaucoup de femmes en Afrique et qui est aussi négligé. L'un des risques aussi après l'accouchement est comme celui que tu as connu, qui est l'embolie pulmonaire. Et la plupart du temps, ce n'est même pas les caillots de sang qui créent cette embolie-là, c'est le liquide amniotique. C'est-à-dire le liquide qui est dans le placenta, le liquide qui se rompt et qui fait comprendre à beaucoup de femmes que voilà, il est temps d'aller accoucher. Ce liquide-là peut créer des caillots dans le sang, dans les vaisseaux sanguins de la femme et se retrouver au niveau des poumons. Et vous allez voir que la plupart des décès des femmes dans les pays développés après l'accouchement est lié à ça. Et il est très difficile, personne montre le symptôme et la prise en charge, si, comme on le dit, il y a Dieu dans tout, celle qui est destinée à survivre va survivre, mais la majorité des personnes qui passent par cela, elles ne survivent pas. Ça, c'est un premier cas. Et le deuxième cas qui est très important, c'est les infections. Que vous ayez accouché par césarienne ou par voie basse, il y a un risque élevé d'infection. Parce que ça dépend de dans quel cas, surtout en Afrique. Je ne dis pas que nous avons un plateau technique, mais souvent on a un plateau technique insuffisant et accompagné de la négligence du personnel médical. Donc, lors des manipulations obstétricales, que ce soit par césarienne ou par voie basse, cela est déjà un champ propice pour les infections. Bon, une maman que vous relâchez 2 à 3 heures qui part à la maison, elle ne va, même si elle a de la fièvre et consort, quand elle va se dire elle a de la fièvre, la grand-mère qui est assise à la porte va dire « Oh non, c'est normal, tu viens juste d'accoucher, c'est normal d'avoir de la fièvre. » Alors que si elle était restée à l'hôpital, l'infirmière va prendre sa température et dire « Ah, ça, ce n'est pas une fièvre qui est normale, peut-être que tu es en train de développer une infection. Tu vois. Donc, tout ça, c'est des facteurs à prendre en jeu.
Comment est-ce que l'hémorragie postpartum, qui est le plus grand tueur en Afrique aussi. La majorité des femmes, elles accouchent, le bébé sort, tout va bien. Et pouf, vous voyez, très souvent, le personnel médical est assis à la porte, c'est le sang de la patiente qui coule du lit jusqu'à la porte et on voit le sang sortir de la salle. L'hémorragie postnatale, qui peut être due à beaucoup de choses, parce que même quand on fait la révision utérine, après l'accouchement, le simple fait de laisser cette taille de tissu seulement dans l'utérus peut enclencher cette hémorragie postnatale. Il y a beaucoup d'autres causes. Il y a certaines femmes dont l'utérus a du mal après, parce que l'utérus, en fait, ne dépasse pas cela en temps normal. Mais imaginez un utérus qui grandit pour contenir un bébé de cette taille. Donc, après l'accouchement, il doit avoir des contractions qui doivent arriver pour permettre à l'utérus de reprendre sa forme. Ça prend du temps, mais après l'accouchement, il doit avoir des processus dynamiques afin que l'utérus se contracte et essaye d'expulser tout ce qui est sang. Et si cette évolution ne se fait pas de façon normale, il y a beaucoup de femmes c'est comme ça qu'il y a beaucoup de femmes qui perdent leur utérus ou qui perdent le sang et elles en décèdent. Bon, tout ça c'est des signes. Souvent, ça peut arriver juste après l'accouchement ou ça peut arriver après que la femme soit évacuée à la maison. Bon, une femme qui vient d'accoucher, on te fait comprendre que c'est normal. Tu as eu l'épisiotomie, c'est normal que tu aies mal en bas. Elles se font recoudre très souvent sans anesthésie et on ne leur donne pas des guidelines pour leur dire voilà comment tu dois prendre soin de toi, voilà comment tu dois faire si tu as mal. On te dit seulement il faut supporter. Parce que ta grand-mère a supporté, ton arrière-grand-mère a supporté, ta belle-mère a supporté, toi aussi tu dois supporter. Non, c'est toute une journée de discussion. Donc, tout ça, c'est pour dire que c'est des trucs qui sont anodins, mais c'est des trucs qui sont importants dans la prise en charge de la femme juste après l'accouchement, parce que ces petits, il y en a qui sont gros comme l'hypertension, le diabète, les infections, mais même la cicatrisation des sutures d'épisiotomie, l'involution de l'utérus à la taille normale, tout ça, ce sont des facteurs à prendre en considération parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent avec des prolapsus après l'accouchement. Il y a des femmes qui se retrouvent avec des fissures après l'accouchement. Et il y a des gynécologues qui se permettent de faire que le point du mari. C'est-à-dire, après l'épisiotomie, ils se permettent de recoudre les femmes de telle sorte à les rétrécir. Et beaucoup de ces femmes me contactent dans le cadre de mes activités avec ma ligne de produits naturels où elles ont des douleurs atroces lors des relations intimes avec leur mari. Et cela affecte leur vie intime dans le long cours. J'ai des témoignages de femmes, je ne peux pas me permettre de les partager ici, mais c'est effroyable. C'est effroyable. Et cela conduit à des problèmes dans le couple et souvent même ça a conduit au divorce dans le couple. Donc, c'est pour dire que vraiment, la période postnatale, elle est très, très importante. Autant nous avons besoin de soins médicaux, autant aussi la nature, Dieu merci, en Afrique, nous avons une connaissance. Et ce n'est pas en Afrique seulement. Dans les pays, moi, quand je faisais mes recherches, j'étais étonnée de voir qu'il y a des rituels postpartum en Malaisie, en Chine, au Japon, dans beaucoup d'autres pays. Mais j'étais étonnée. Il y a une manière spéciale d'attacher le ventre. Ils ont des pratiques, malgré que ces pays-là sont développés, ils ont accès à la médecine moderne, mais n'empêche que ces pays-là, jusqu'à aujourd'hui, on pratique des soins, à travers un rituel postnatal. Et c'est moi, à travers mon business, c'est ce que j'essaie de promouvoir, de leur faire comprendre que oui, on est moderne, oui, on a accès à des médicaments modernes, mais la nature aussi peut nous aider dans ce processus-là. Mais cela n'a pas forcément attrait au comportement médical, à comment elles sont traitées dans le milieu médical. C'est pour ça qu'il est très important que notre entourage soit à notre écoute et qu'on ne et que vraiment on change, c'est un symptôme de maladie. La douleur, elle n'est pas normale. La douleur n'est pas normale. Yeah. Une femme qui a mal, on doit l'écouter. Ok, tu as mal. Pourquoi est-ce que tu as mal? On te donne d'abord un premier niveau de médicament. Si ça ne gère pas, cela te donne une idée. Même aux
États-Unis, c'est comme ça, il y a des médicaments ne marchaient pas, on se demande qu'est-ce qui s'est passé. Moi, j'ai eu une complication après ma grossesse, après mon accouchement. Et les médicaments qu'on me donnait, ça ne marchait pas. Et c'est là que je me suis dit, non, il y a un problème. Parce que je suis quelqu'un, je ne prends pas les médicaments comme ça et je suis très sensible aux médicaments. Pourquoi ça ne marche pas? Mais comme toi aussi, j'ai été obligée de demander qu'on me fasse un scanner abdominal. J'ai été obligée. Je leur ai dit, non, je connais mon corps, ça, c'est pas normal. C'est pas normal que je sois en douleur comme ça. Ce n'est pas du tout normal. Et j'ai insisté et on m'a envoyé au scanner et voilà, on a trouvé ce qu'on devait trouver et je leur ai dit, ben voilà. Et c'est comme ça qu'ils ont ajusté mes médicaments et on m'a donné des médicaments un peu plus forts pour m'aider vraiment à maîtriser ma douleur. Donc, voilà, ça, c'est quelques conseils pratiques qu'on peut donner. J'aime pas trop donner des conseils médicaux en tant que tels. Les femmes ont elles sont un peu réticentes à aller voir le médecin et à vouloir prendre des conseils dans les groupes ou dans les forums. Et très souvent, elles utilisent mal les conseils qu'on leur donne. C'est pourquoi moi, je recommande tout le temps, quel que soit le contexte dans lequel nous sommes, je leur dis tout le temps, essaye de trouver un médecin en qui tu as confiance. La confiance fait partie de 40% du traitement des malades. Absolument. Quand un malade te fait confiance, ça fait déjà 40%. Donc, quel que soit le niveau de compétence de ce médecin, mais quand tu te sens à l'aise avec cette personne, j'aime dire aux femmes, et voilà, les éduquer sur ces signes-là, tu as des difficultés à respirer après ton accouchement, ce n'est pas normal. Tu as de la haute fièvre après ton accouchement, ce n'est pas normal. Tu as une douleur, vraiment une douleur intense. La femme, elle accepte beaucoup de douleurs et tout. Tu as une douleur intense, ce n'est pas normal. Et s'il te plaît, n'aie aucune honte, n'aie aucune gêne à le dire. Cela ne fait pas de toi une femme qui n'a pas de valeur. Cela ne fait pas de toi une femme dans tous les sens du terme. La douleur n'est pas l'amie de quelqu'un. C'est ce que j'aime leur dire. La douleur n'est pas l'amie de quelqu'un. Voilà. Ça, c'est quelques conseils que je voulais donner. Wow, Dr. Diakité, c'est vraiment un sujet très vaste. Hein. Pendant que vous parliez, ça m'amène à me dire que c'est un premier sujet dans ce talk show concernant la grossesse et tout, mais je pense que d'autres discussions sont nécessaires. Comme je l'ai dit, hein, le leadership excellence pour femme par femme, le talk show, c'est justement l'objectif, c'est d'amener des experts. Nous n'allons pas chercher des femmes qui sont simplement dans la rue. Nous sommes aujourd'hui avec une sœur qui est docteur au Mali et qui est aussi ses diplômes aux États-Unis, ici dans le corps médical. Donc, à juste titre, elle est experte en la matière et donc elle est qualifiée pour pouvoir parler de ce qu'elle est en train de nous expliquer aujourd'hui. Et je me dis que ce débat ne doit pas s'arrêter qu'à aujourd'hui. Nous aurons l'opportunité d'amener aussi sur le plateau d'autres docteurs et même des docteurs hommes aussi pour pouvoir entendre leurs perspectives et voir aussi comment est-ce qu'ils peuvent s'allier à notre mouvement. Nous sommes pratiquement à la fin de ce talk show d'aujourd'hui. Nous vous remercions beaucoup pour votre temps, mais je voudrais vous laisser avec cette dernière réflexion sur le taux de mortalité infantile. Je voudrais mettre une certaine évidence sur le taux de mortalité infantile. Selon l'UNICEF, chaque année, 2,6 millions de nouveau-nés meurent, tragiquement avant même que leur vie ne commence vraiment. Plus de 1% meurent de causes évitables. Nous savons qu'il existe des solutions simples, comme l'accès à des sages-femmes et à des établissements de santé fonctionnels. Et par ailleurs, Dr. Diakité, je tiens à vous remercier. J'ai vu sur votre page que vous avez pris des initiatives pour équiper des dispensaires à l'intérieur du pays au Mali. Et c'est vraiment une action noble. Tout ceci sont des actions vraiment qui peuvent aider justement les femmes à avoir les soins nécessaires et des accouchements dans des conditions favorables.
je parlais justement de l'établissement de santé fonctionnelle, ainsi que l'allaitement, le contact peau à peau, l'eau potable, les médicaments de base et une bonne nutrition. Pourtant, je pense que Dr. Diakité, vous allez concurrer avec moi, nous ne faisons pas notre part la plupart du temps. Nous ne relevons pas le défi d'aider les femmes au monde. Ce que nous pouvons faire tous, c'est d'exiger que les mères et les bébés aux États-Unis et en Europe et en Afrique soient mieux protégés. À mon humble avis, ensemble, nous pouvons exiger des gouvernements, des entreprises, des prestataires de soins de santé qu'ils fassent davantage pour sauver ces précieuses vies. Nous pouvons faire des dons à l'UNICEF qui s'occupe justement de ce genre de choses. Nous pouvons faire des dons par rapport au mouvement que Dr. Diakité a créé. La vie est sacrée parce que justement, pour avoir ces sessions de formation et tout ça, c'est des experts qu'il faut amener. Et c'est toute une logistique qui doit se mettre en place. Tout ceci demande de l'argent. Nous pouvons aussi aider d'autres organisations, même à travers le monde, qui travaillent pour faire une différence pour les mères et les bébés dans le besoin. Ce faisant, ensemble, nous ferons partie de ce récit. Un récit qui va nous assurer qu'un jour, quel que soit qui nous sommes, quel que soit d'où nous venons, cela ne va pas décider si notre bébé doit vivre ou pas. Cela ne doit pas décider si nous, les mamans qui venons d'accoucher, doivent vivre ou pas. Ensemble, nous pouvons faire ce changement. Ensemble, nous pouvons être le changement. Et je pense que Dr. Diakité, c'est de cela que votre mouvement s'agit. C'est de cela que Leadership femme par femme s'agit. Et c'est de cela aussi que beaucoup d'autres femmes dans le monde qui sont dans le même genre de travail que nous faisons, qu'il s'agit. Et donc, je tiens vraiment à vous remercier tous pour votre attention d'aujourd'hui. Nous avons signalé au début du premier segment que les deux personnes qui vont partager le talk show pour aider d'autres femmes à avoir l'information auront des tisanes gratuites de Dr. Diakité, de son business Glam House. Nous avons le plaisir d'annoncer que Aziza Ziza Abamako est une des gagnantes et Deborah Bernstein, qui est à New York, est aussi une des gagnantes. En fait, ces deux merveilleuses femmes ont partagé non seulement la vidéo, mais surtout le flyer dès que nous avons publié sur les réseaux le samedi passé. Donc, elles sont gagnantes pour aujourd'hui et nous tenons à vous remercier tous pour votre attention et à la prochaine. Dr. Diakité, merci beaucoup pour votre temps. Merci d'avoir vraiment faire bénéficier l'audience de votre expertise et de votre amour pour aider les mamans et les bébés. Merci beaucoup, Djenebou. C'était un réel plaisir pour moi. Et franchement, on espère que ceci va vraiment éveiller les consciences et vraiment paver le chemin pour le changement. Merci encore, Dr. Diakité. Très bon après-midi. À vous aussi. Merci. Bye bye.